Alors, j'ai coupé le titre en deux, mais même coupé en deux, je crois qu'il est assez indigeste. Je vais un peu vous expliquer l'idée qu'il y a derrière. Bon, ça fait bientôt 25 ans que j'observe et que j'analyse la production de l'édition jeunesse et en particulier de l'album. Et je m'aperçois qu'au fil des ans, il y a quelque chose qui change assez peu. C'est que dans mes interactions, notamment avec des professionnels de la lecture ou des gens qui sont, on va dire, extérieurs à la création en tant que telle, la question de l'image au-delà de ce qu'elle raconte se résume très souvent à la question comment c'est fait, mais peut-être encore plus précisément, quelle est la technique utilisée par l'illustrateur. Voilà. Tel illustrateur, comment il travaille, est-ce que c'est bien du pastel gras, est-ce que c'est bien de l'aquarelle, ou alors je n'arrive pas à voir quelle est la technique utilisée par tel et tel illustrateur. Si vous êtes dans le métier, vous le savez, est une question de plus en plus complexe, parce que les procédés de création, les outils qu'on peut utiliser sont de plus en plus complexes, de plus en plus hybrides qu'ils n'étaient il y a 20 ans. Mais même il y a 20 ans, si vous voulez, pour moi, c'est un peu l'équivalent de qu'a voulu dire l'auteur dans les études littéraires. C'est-à-dire la difficulté à se placer du côté de la réception et à percevoir l'image véritablement dans sa plasticité et dans ce qu'elle est capable d'exprimer, de transmettre par le seul jeu de son expression plastique. Alors là où par contre ce questionnement me semble intéressant, c'est qu'il intègre un élément que pourtant je m'emploie beaucoup à rappeler, qui est celui que dans l'illustration, on est en présence d'une image reproduite. Même si, et là c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir évoluer de manière très forte ces 20 dernières années, puisque en fait la toute première galerie spécialisée dans les illustrations d'originaux, à ma connaissance c'est la galerie Lara Lapage, qui arrive je crois à la fin des années 90. Depuis, plusieurs galeries se sont spécialisées, et puis les festivals, typiquement comme celui-ci où nous sommes, exposent beaucoup d'originaux d'illustrations. Mais néanmoins, à l'échelle du livre, je me souviens que la première chose que me dit Claude Ponty quand je le rencontre en 1999, c'est, vous savez, vous pouvez me demander beaucoup de choses, mais enfin, de mon point de vue, l'original, c'est le livre. Et effectivement, c'est une parole à la fois qui paraît extrêmement simple, mais qui est extraordinairement juste. On peut bien entendu travailler ces originaux en vue d'une collaboration avec une galerie, en vue de vendre à des collectionneurs, mais enfin, si on travaille dans le cadre de l'édition, bien entendu que c'est l'image imprimée qu'on doit viser. Et donc ce questionnement sur quelle est la technique utilisée par l'illustrateur, elle prend en compte ce filtre finalement qu'est le filtre de l'impression et de la reproduction. Un peu comme un jeu, un peu comme une devinette d'ailleurs. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on s'accroche beaucoup à cette question. Finalement, il y a quelque chose d'assez ludique à avoir un album entre les mains et de se demander quelle technique a été utilisée. Donc il y a une forme de justesse dans ce questionnement.
mais qui aussi a du mal à percevoir, et ce terme de perception, je voulais vraiment qu'il intervienne, justement les effets plastiques qui parviennent à crever l'écran de la page. Néanmoins, l'illustration, elle n'est pas non plus réductible à cette question de la reproductibilité. Walter Benjamin, dans sa réflexion théorique, qui me semble encore toujours vive et intéressante, vous le savez sans doute, établit ces points de comparaison entre l'image picturale et l'image photographique. Il y a un autre système théorique de comparaison qu'il fait entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre étant une performance face à un public, le cinéma étant un enregistrement pour d'autres perspectives de diffusion. Mais surtout, Benjamin explique que le cinéma, c'est un appareillage et que du coup, l'image rentre dans un autre système. Et je pense aussi que cette manière de réfléchir la plasticité de l'illustration doit prendre en compte le système livre. Et le système livre, c'est d'abord tout un processus de fabrication, mais c'est aussi un objet en tant que tel qui fait système. On ne parle pas simplement d'une image isolée, d'une gravure, on parle d'une image qui arrive dans un objet qui fait système par son format, par sa mise en page, par sa matérialité, par sa lecture, et qui va peu à peu aussi modifier cette réflexion et ce travail des créateurs et des éditeurs vis-à-vis de l'image. Et donc là, il y a un acteur absolument incontournable, bien entendu, c'est l'imprimeur. En tout cas, au début de l'album, c'est un interlocuteur vraiment direct, et il y a cette grande figure d'imprimeur qui est Edmund Evans, en Angleterre, à la fin du 19e siècle, et qui va travailler avec des artistes qui, pour l'un d'entre eux tout particulièrement, Walter Crane, fait partie du premier mouvement d'art moderne de l'histoire, Arts and Crafts, chapeauté et conduit par la figure tutélaire de William Morris, qui est à la fois artiste et théoricien. Et donc c'est dans ce cadre d'un mouvement artistique qui envisage la modernité de la production artistique à l'aune de l'ère industrielle, et qui se positionne par rapport à cette ère industrielle, que va naître véritablement... alors, j'ai peu de temps, donc je répondrai à vos questions si vous avez besoin que je vous explique pourquoi je parle de manière un petit peu indifférenciée là d'illustration et d'album, mais va naître l'album au sens moderne du terme. Et donc, ça va se traduire par une collaboration extrêmement étroite entre ces artistes et un imprimeur. Et je dirais que toute l'histoire de l'illustration, et singulièrement de l'illustration jeunesse et de l'album jeunesse, est conditionnée par cet acteur qu'est l'imprimeur, et qui va suivre la production, va évidemment suivre toutes les évolutions techniques que cette industrie, par ailleurs plus vieille industrie culturelle au monde, que cette industrie culturelle va connaître. Rapidement, juste pour prendre un exemple, la possibilité aujourd'hui de rajouter une couleur à la quadrichromie et d'imprimer la couleur fluo, vous le savez, vous l'avez vu, il suffit que vous observiez la production depuis quelques années, vous l'avez vu arriver, et vous voyez à quel point aujourd'hui c'est une nouvelle couleur dans la palette des illustrateurs, mais qui est une couleur qui doit être absolument corrélée
au processus de fabrication et d'impression. Et donc, ce que vont travailler Edmund Evans et Walter Crane, c'est la capacité à transcender les contraintes et les impossibilités de cette reproductibilité. Et je voudrais, en revenant sur les grandes étapes, et bien sûr, je n'aurai pas le temps de faire ce que j'ai prévu, parce que je n'ai jamais le temps de faire ce que j'ai prévu. Et donc, je vais peut-être aller un petit peu vite par moment, parce que je prévois toujours beaucoup trop de choses par rapport au temps imparti. Mais j'aimerais vous montrer comment la question donc, de la dimension plastique de l'image va chercher à s'affirmer, et surtout comment l'histoire de l'illustration jeunesse, c'est aussi l'histoire d'une capacité à repousser les contraintes, et donc une quête finalement de l'impossible, ce qui peut être une traduction de toute démarche artistique d'ailleurs, c'est-à-dire aller là où on n'est encore jamais allé et aller chercher des possibles qui nous sont fermés si nous, en tant que créateurs, on ne va pas les rencontrer. Donc l'un des premiers axes de ce travail, ça a été d'aller chercher l'impossible de la couleur, l'impossible de la finesse de teinte, l'impossible de la qualité chromatique dans les livres imprimés. Ce qu'on voit ici dans le chaboté de Walter Crane. Et puis ça va être aussi d'avoir un système en tant que tel qui soit satisfaisant dans une expression texte-image. Donc ça va être par exemple d'aller chercher un format carré, qui n'est absolument pas en vogue à l'époque, et de composer littéralement, c'est ce que va faire Walter Crane, c'est vraiment l'un des premiers à le faire. Il y a toutes sortes d'illustrateurs. Il y a des illustrateurs qui juste produisent des images aux dimensions qu'on leur demande. Et puis, il y a des illustrateurs qui gèrent l'ensemble du livre au millimètre carré près. Et Walter Crane est le premier à faire ça. C'est-à-dire, pour moi, est un authentique créateur d'albums dans le sens où il a toutes les composantes en main. Donc, il demande un format, il demande un papier, il crée des mises en page, et il le fait en portant le texte de manière manuscrite et en fait en composant littéralement l'ensemble sur une page. Un autre illustrateur avec lequel va travailler Edmund Evans, c'est Randolph Caldecott. Randolph Caldecott a marqué l'histoire. Il a donné son nom à la récompense ultime que peut recevoir un illustrateur américain, et c'est le grand inspirateur de Maurice Sendak, qui, vous le savez peut-être, avait prévu de faire des chevaux avant de faire des monstres indistincts, en regardant de très près le travail de Caldecott. Là, je vais un peu vite parce que là on est un peu moins dans les questions plastiques, mais ça nous permet aussi de considérer que l'illustration pour la jeunesse, elle a de multiples contraintes qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont aussi les compétences supposées à la lecture de l'image du public que l'on considère. Par exemple, cette image qui vous semble, je suppose, d'un grand classicisme, et en réalité, à l'époque, une image très détonnante et qui ne rentre pas du tout dans les normes du livre pour enfants, parce qu'elle est extrêmement réaliste, extrêmement précise. Et on n'imagine pas à ce moment-là que l'enfant est capable de... on ne parle pas de lire, mais en tout cas d'appréhender une image comme celle-ci, qui est très précise, qui est très réaliste, et puis si vous regardez un petit peu, qui est très complexe en fin de compte. Parce que vous voyez la scène, vous voyez le mouvement du protagoniste lancé à bride abattue, et absolument chaque personnage, animaux compris,
réagit et dans une temporalité par rapport à l'événement. Donc, il y a aussi cette contrainte de la narration qui se pose à l'image d'illustration. Et donc là, l'une des avancées, c'est pour la première fois une double page. Première double page de l'histoire du livre pour enfants, et une manière aussi d'étendre tout simplement l'espace et la surface de l'image. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon je vais être trop longue sur cette partie historique et je ne m'aventure pas à prononcer ce que je ne sais pas bien prononcer. Mais là, on est vraiment sur les suites du mouvement Arts and Crafts, sur la sécession viennoise, un mouvement à l'intérieur de la sécession viennoise, les ateliers viennois, et cette idée que pour faire progresser la dimension artistique, la dimension plastique de l'image, on va la comprendre comme une œuvre d'art totale, qui d'ailleurs émane d'un spectacle, d'un livret pour un spectacle, et qu'on va totalement intégrer aux logiques artistiques de l'époque, à savoir le travail sur le motif, les aplats. On retrouve, vous le voyez, on va retrouver très fréquemment ce format carré qui est un format extrêmement moderne, et un travail là de la couleur, de l'ornement, du cadre décoratif, qui là aussi, vous voyez, va affirmer encore une fois la dimension plastique de l'image. Autre moment de bascule, moment extrêmement important, le premier ouvrage pour la jeunesse publié par les éditions Gallimard, qui sont créées en 1909, donc 10 ans après la création de cette prestigieuse maison littéraire. Comment fait-on rentrer un livre pour enfants dans un catalogue tel que celui-là? On le fait entrer par le biais d'un peintre, par le biais d'un artiste, et on va donner là toute sa dimension à l'image, qu'on encadre comme une peinture, encore une fois dans un format carré. Le texte intègre l'image pour vraiment donner toute sa force à ce format carré et intégré. Et on va produire une mise en couleur à la main, au pochoir, qui donne un livre dont les couleurs sont absolument fabuleuses. Si vous demandez gentiment, vous pourrez voir un exemplaire original à la Bibliothèque nationale de France, où vous pouvez prendre la mesure de cette impression archi-qualitative. Et puis bien entendu, on va aussi s'inscrire dans une histoire en marche de l'art. Donc, par exemple, le lien avec le fauvisme et aussi sur cette dimension de remise en cause du colonialisme, etc. Donc dans l'air du temps, et puis bien entendu le travail de Matisse. Suit un peu plus tard une autre publication, qui est en fait la troisième publication de Gallimard en jeunesse, avec une artiste venue des avant-gardes russes, Natalia Tchelpanova, qui prend le nom de Nathalie Parrain, et qui, là vous le voyez, introduit une typo, une mise en page, des jeux de perspective, mais surtout des collages, et qui permet de stratifier l'image, qui est là aussi en cohérence avec l'histoire de l'art qui est en marche à ce moment-là, qui est audacieuse dans ses choix de cadrage et de perspective, mais qui alors je suis désolée, apparemment ça coupe le bas de l'image. Je pense qu'il n'y aura pas trop de cas. Donc c'est au Père Castor cette fois, 4 ans plus tard, le travail de Nathalie Parrain pour les albums du Père Castor. Et là, vous voyez qu'on sent véritablement dans des albums qui sont plus ces albums bibliophiliques,
dont il faut quand même se rappeler à l'époque qu'on les trouvait trop beaux pour les enfants. Que j'ai pu voir dans les archives de Gallimard, où les commerciaux disent on n'arrive pas à le vendre parce que c'est trop beau pour les enfants. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'une image à un moment donné. Marie-Thérèse Lazarus, c'est la première chercheuse à écrire sur la littérature jeunesse dans les années 30. C'est la première à faire une thèse sur la littérature jeunesse. Et elle affirme au détour de sa thèse que le livre pour enfants devienne le livre des collectionneurs. C'est dire nettement qu'on ne le considère plus comme un instrument d'éducation et d'instruction. Bah oui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'illustration pour la jeunesse, le livre pour enfants, est en train de s'affirmer comme une forme d'expression littéraire et artistique. Ça va être toute l'histoire de l'album au XXe siècle, en tout cas une des histoires de l'album au XXe siècle. Mais ça aussi, c'est une contrainte. Affirmer la plasticité d'une image, c'est aussi aller contre cette vision d'une image qui ne doit être qu'édifiante. Et là, vous voyez à quel point Nathalie Barin fait des choix d'aplat, des choix de projection de la peinture, des choix de tracés au rouge qui vont durablement marquer l'histoire, parce que moi, je n'ai jamais interrogé directement Wolfer-Broux là-dessus, mais j'ai toujours vu dans les silhouettes en rouge de Wolfer-Broux quelque chose qui émanait assez directement pour moi de Nathalie Barin. Et vous voyez que là, il y a une manière donc de concevoir l'image, d'intégrer le processus de fabrication de manière à produire, et on pourrait parler de celle-ci également, c'est-à-dire à vraiment produire des images qui ont une qualité plastique à part entière. Voilà, donc une fois que ça s'est posé, je déroule très très rapidement les séquences, c'est-à-dire le moment où là on s'affranchit vraiment totalement de cet impératif de la figuration, et où un directeur artistique, Léo Lionni est avant tout directeur artistique, donc cet Italien exilé à New York au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui produit non seulement de l'abstraction, mais aussi quelque chose qu'on commente finalement très peu, parce qu'on parle souvent de points, de ronds, au sujet de petits bleus et petits jaunes, mais c'est un vocabulaire plastique qui est important et qui ne s'appelle pas un rond ou un point, qui s'appelle une tache. Merci. Voilà. Qui parle de taches plastiques à propos de petits bleus et petits jaunes? Les Trois Brigands, de la même manière, va rompre très très fortement avec des exigences liées au livre pour enfants, va complètement réorienter le travail plastique de Tommy Ungerer après les Mélops notamment. Et en fait, il y a cette série sur les animaux qui fait un peu une transition vers quand même ce grand livre. D'ailleurs, on pourrait regarder les différentes impressions des Trois Brigands et constater à quel point les aplats sont de plus en plus forts. Là, c'est l'une des toutes premières éditions françaises. Et vous voyez que les fonds qu'on avait là ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont beaucoup plus en aplat, en fait, et qui laissent moins percevoir cette transparence. Mais à ce moment-là, à New York, on est en pleine effervescence graphique. Le Pushpin Studio est un studio de création graphique central dans les évolutions qui se produisent à New York. Vous le connaissez, sans le connaître. Vous le connaissez forcément parce qu'ici, tout le monde connaît le logo I Love New York. Ce sont eux qui inventent ce logo.
Ce sont eux qui font cette pochette de disque mythique, ce sont eux qui font le clip de Yellow Submarine, c'est ce qu'on appelle avec un petit peu de condescendance l'illustration psychédélique, mais qui est l'expression plastique marquante à New York dans ces années où le poster, l'affiche est partout et sur tous les murs. Et j'ai jamais pu m'empêcher de me dire qu'il y a les Trois Brigands, cette utilisation du noir, ce jeu de contraste avec des couleurs extrêmement lumineuses, qu'il y a quelque chose qui a fait lien à un moment donné. Et donc cette illustration dite psychédélique, et en tout cas ce qui se produit au sein du Pushpin Studio, va être exposée en France aux arts décoratifs et va irriguer toute une génération avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas et d'audace, mais va là aussi repousser les frontières qui étaient celles du livre pour enfants. Voilà, et après on arrive à une histoire peut-être que vous connaissez un petit peu mieux, mais qui est la pure émanation de ces gestes qui affranchissent finalement l'image pour la jeunesse de contraintes et de codes qui pèsent sur elle. Grégoire Solotareff ne s'est jamais caché d'avoir été extrêmement inspiré par Tommy Ungerer, et effectivement, Loulou est un album qui a une force graphique, une efficacité graphique stupéfiante. On est en 1989, c'est remarquable. L'économie de moyens qui est déployée est absolument remarquable. La même année, sa sœur, Nadja, je passe très vite sur ces histoires qui sont pourtant fascinantes, a un autre geste, et qui est absolument important, et je pense que les moins de 20 ans ici présents ne le mesurent pas forcément, c'est qu'on n'a jamais vu de la peinture comme ça dans un livre pour enfants. Quasiment pas. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur des aplats, on n'est plus sur de la transparence, on est dans une peinture qui dit son nom, qui dit sa matière, qui dit son épaisseur, qui dit les nuances de sa teinte. Et qui dit bien sûr qu'elle s'affranchit totalement de toute vraisemblance, qui utilise un bleu qui n'est pas un bleu neutre, qui est le bleu clin. Donc là, il y a vraiment une affirmation très forte de ce caractère plastique de l'image, malgré les contraintes posées par la photogravure et par l'impression. Voilà, laquelle photogravure évoluant, elle permet d'introduire des collages, voire des assemblages, d'introduire la perception d'une épaisseur, de strates, malgré, encore une fois, l'écran de la page. Je vais vite, vous me poserez des questions, si vous en avez le temps. Mais c'est aussi toute une période où on va autoriser des artistes à intégrer le livre pour enfants avec des démarches authentiquement artistiques. Et la regrettée Květa Pakowska a toujours considéré le livre pour enfants comme une discipline artistique à part entière, aussi importante que les autres, et que dans toutes ses expositions, y compris dans de très prestigieux musées, elle va poser à équivalence avec ses sculptures et ses peintures. Donc toutes ces œuvres d'art uniques, qui ne passent pas par le filtre de la reproduction. Alors bien entendu, ça implique de très hautes exigences de l'imprimeur, du photograveur, de l'éditeur. Et Brigitte Morel sera sur le salon, vous pouvez lui parler un petit peu de ce que ça veut dire imprimer des livres de Květa Pakowska. Je pense qu'elle vous racontera ça avec force.
voilà, donc là, tournant des années 90, j'ai envie de dire, les vannes sont ouvertes. Elles sont ouvertes par les moyens de reproduction, elles sont ouvertes par l'arrivée de la PAO. Toutes les techniques et ce faisant tous les styles et toutes les démarches artistiques. Jochen Garner est présent aussi, lui aussi sur le festival. Allez l'interroger sur son parcours, d'où il vient, comment il arrive à l'édition pour la jeunesse. Mais finalement, c'est un moment important, et notamment cette collection qui est passée un peu inaperçue, enfin en tout cas voilà, qui a été oubliée, mais qui est une collection de vraiment support à des artistes qui vont investir ce support de l'album pour une expression artistique à part entière, qui s'affranchit, qui s'affranchissait d'ailleurs dans le catalogue de manière très claire du public enfantin. C'est-à-dire que là, on a en fait un support d'expression à part entière qui s'affirme comme tel. Voilà, et c'est ce qui permet aussi à tout un monde, le fameux imagier de Cathy Coupry et d'Antonin Louchard, de déployer, je crois, 46 techniques dans un seul livre. Donc, paradoxalement, la technique de l'illustrateur est de plus en plus visible par rapport à ce que je disais au début, c'est-à-dire que comme il y a tous ces progrès de photogravure et d'impression, la technique est de plus en plus perceptible et intéressante en tant que telle. Que Anne Brouillard utilise la technique ancestrale de la tempéra, qui est en fait la peinture à partir du jaune d'œuf, de pigments liés par du jaune d'œuf, est loin d'être neutre dans la perception de ces images. Quand vous connaissez cette technique technique très organique, capable d'aller dans de l'épaisseur, mais aussi dans de la transparence, vous pouvez avoir effectivement là une lecture, c'est-à-dire qu'on ne fait plus disparaître la matière, mais au contraire, on la rend absolument visible et donc perceptible. Et à partir de là, il y a tout un discours qu'on peut produire, mais surtout un ressenti de ce que ces effets contrebalancés d'extrême légèreté, d'extrême transparence et au contraire de rugosité qui peuvent se dégager de ces images. Là, il y a tout un ensemble de perceptions nouvelles qui se présentent, y compris au travers du livre imprimé. Voilà. Bon. Alors, sachant que les originaux d'Anne Brouillard, c'est une chose, le livre imprimé, c'est une autre chose, ce que moi j'ai sur mon ordinateur en est une troisième, et ce que vous avez sur l'écran en est une quatrième. Donc c'est tout à fait anecdotique ce que vous voyez. Je vous encourage au moins à aller à la source du livre pour prendre totalement la mesure de ce que je vous raconte, parce que quand je me retourne, j'ai peur. Mais voilà. Donc là, des créateurs qui... C'est-à-dire c'est aussi un appel d'air pour des créateurs qui ont une ambition artistique qui se caractérise au travers du livre et qui va permettre un langage plastique très fin, très subtil, comme celui d'Hélène Riff. Donc à la fois... cet album, Le jour où papa a tué sa vieille tante, et vous voyez que là, les tracés, la marque du tracé du gros pinceau de bricolage qu'elle utilise est perceptible, autant que la finesse et la sensibilité de son trait pour de minuscules représentations. Mais ce livre-là, l'éditrice est dans la salle, coucou Béatrice Vincent, est un livre absolument charnière pour moi. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez retenu dans l'histoire de l'album. Pour moi, c'est un livre absolument, il y a un avant et un après. Et un avant et un après pour beaucoup de créateurs, parce que
bien sûr qu'il y a une figuration, bien sûr qu'il y a des personnages, alors certes dans une mise en page extrêmement libre. J'aimerais bien en parler avec Lorraine d'ailleurs, parce que sur l'usage du blanc, ce livre-là est très très marquant. Mais il y a vraiment une expression plastique qui est quasiment première dans la lecture que l'on fait de ce livre-là. Il y a une liberté incroyable, une liberté artistique incroyable dans ce livre. Tellement incroyable qu'elle a par exemple poussé un artiste qui est plus dans l'éphémère, qui est plus dans la performance, Benoît Bonnefitte, à aller vers le livre pour enfants et à faire des livres comme, alors là, pareil, qui n'ont pas été retenus par l'histoire, L'Explorateur, et donc qui n'est pas du tout fluo, en vrai, contrairement à ce que vous voyez, mais qui est vraiment, alors là, c'est-à-dire au-delà du vague argument narratif d'un explorateur qui va avec une lampe de poche dans une grotte éclairer des décors et des monstres, en réalité, ce livre-là n'est que de l'expression chromatique et de la matière. C'est le seul, c'est le seul quasiment intérêt du livre, c'est cette abondance, ces couleurs qui dégorgent quasiment et qui vont produire des sensations presque physiques chez le lecteur. Voilà. Avec une histoire qui me semble continuer. Je ne sais pas si Pauline Barzilai est dans la salle, mais en tout cas, j'aimerais bien l'interroger sur ses influences. Mais on est... vous voyez, là, il y a quelque chose qui est assez rééquilibré, d'ailleurs, dans cet album-là, dans Maddy dans la grotte, parce qu'on a à la fois cette puissance chromatique, cette puissance de la matière, mais on est véritablement dans une narration avec une petite fille. Il est très, très tard. C'est ça, hein, il me reste très peu de temps. Donc je vais juste faire défiler, mais je pense que là vous avez quand même beaucoup de clés, vous avez entendu beaucoup de choses et vous pouvez faire sens avec ces images. Je vais juste peut-être m'arrêter sur quelques... J'aurais pas le temps, mais s'intéresser aujourd'hui au processus de fabrication en tant que tel me semble aussi important hein, que celui de la technique utilisée par l'illustrateur. La question de la technique en tant que telle utilisée par Junko Nakamura n'a pas tellement un intérêt moindre que ce qu'elle est amenée à déployer comme conception de l'image pour imprimer ces images, puisque là les originaux n'existent absolument pas. Il n'y a aucun original derrière une image comme celle-ci, puisque en fait c'est une image qui est en 5 selon un processus de l'impression directe et donc si vous ne connaissez pas, très proche de la sérigraphie, c'est-à-dire qu'on va faire en fait des calques noirs à différents degrés de transparence pour composer à la fin une image en 5 couleurs. Là, vous voyez que c'est là que je vous dis que la question de la technique, elle est totalement obsolète aujourd'hui. Par contre, s'intéresser à ces images, à leur densité chromatique, à la luminosité, à l'ambiance, au grain, est essentiel dans la lecture que l'on peut faire de ce livre. Alors, il y avait une question ce matin sur le digital et l'autre obsolescence, c'est aussi effectivement que, on l'a vu dans la réponse notamment d'Amandine, c'est que, vous le savez en tant que praticien, les étudiants, la ligne de partage entre la main, le digital, où ça commence, où ça s'arrête, est aujourd'hui inextricable. Et quelqu'un comme Gaëtan Dorémus, par exemple, a une manière de travailler d'abord au crayon ultra fin, et donc de poser un travail uniquement au crayon, qu'il va ensuite
mettre en couleur à l'ordinateur. Et donc ça lui permet de créer des images qui ne pourraient pas avoir d'équivalent finalement dans une production purement matérielle, concrète, sans l'apport digital. Et là aussi, on voit bien comment on repousse encore ces fameuses frontières, comment on va vers un impossible grâce à cet outil dont il n'est pas question de le dissocier ou de le dissocier. Voilà. J'ai dit un mot de là aussi, vous pourrez aller voir Marine Schneider, l'interroger, mais évidemment Beatrice Alemagna, sur la manière dont aujourd'hui cette couleur, disons ce registre de la couleur fluo, qu'elle soit rose, orange, rouge ou verte, intègre totalement la palette des illustrateurs. Alors, j'avais prévu de terminer par... On a un peu de temps, on va commencer à 10 minutes de retard. Ok. Et Delphine Beccaria qui suit est dans le train. Actuellement ? Actuellement. Donc ça va, on a... Tu veux dire que j'ai encore une demi-heure ? 5-10 minutes, avec les questions peut-être 5 minutes. Voilà, juste vous donner un exemple qui m'a semblé intéressant, là aussi, comment on joue sur cette dimension plastique, c'est le travail de Sidney Smith donc je parle comme une rivière, juste, ne serait-ce que cette image qui est très très forte, où là il intègre, je pense que vous connaissez cet album, hein, dont la narration à la première personne est énoncée par un enfant qui a une problématique de bégaiement et qui se retrouve à cet instant-là face à sa classe et acculé et donc regardé au moment où il a cette énorme difficulté d'expression. Et vous voyez que là, ça va être traité par l'illustrateur, par le flou, qui à la fois peut être tout simplement la vision subjective de quelqu'un qui se trouble. Donc l'image se trouble comme le sujet se trouble dans ce moment, mais qui est aussi, enfin moi je le relis à un film que, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Fils de Saul. Alors toute proportion gardée bien sûr sur le sujet, puisque Le Fils de Saul c'est l'histoire vraiment de Auschwitz vue de l'intérieur, et où le cinéaste fait un usage du flou pour poser les limites de la représentation dans un camp de concentration, suivant ce qu'avait dit Lanzmann sur l'incapacité et l'impossibilité de représenter ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Alors, toute proportion gardée, je vois aussi là quelque chose qui, dans ce flou, qui est le geste, un geste très fort par rapport à cette exigence de lisibilité qu'on a de l'image pour la jeunesse, mais qui est aussi l'expression des limites de cette subjectivité. Je ne sais pas si à force de vouloir être rapide, je suis très claire. J'aurais tellement eu envie de parler de Cyan Park et de justement ce qu'on peut produire aujourd'hui, ce qu'on peut réfléchir en termes de plasticité, ce vers quoi on peut innover en justement se mettant énormément de contraintes dans sa pratique artistique, dans sa pratique de dessin. Cyan Park, elle sait à peu près tout dessiner et donc ça devient impossible de dessiner, donc elle décide de tout faire avec des ronds et de tout faire avec des ronds extrêmement précis, mais en même temps avec des couleurs qui elles sont très diffuses. Bon, vous irez voir sur le stand des éditions 2024. Donc je vais juste vous annoncer ce qu'on va raconter en fait avec Beatrice samedi à 16h30 au Garage Moderne. On va revenir sur son parcours, mais dans la sollicitation que m'avaient faite les amis d'Ameline qui ont réfléchi, conçu, fabriqué et mis en scène l'exposition de Beatrice pour la première fois au printemps à la foire de Bologne. J'ai eu envie de leur proposer
les chapitres qui avaient trait justement à cette question-là, c'est-à-dire comment Beatrice a travaillé son expression plastique malgré cet exercice du livre imprimé, et comment elle va par tout un vocabulaire qui lui appartient, de motifs, de traits, de hachures, de suggestions en fait d'une préhension, j'ai envie de dire, plastique. Elle va affirmer sa voix artistique, donc que ce soit au travers de ces techniques, mais aussi de cette compréhension extrêmement fine de ce que la matérialité, la texture de ces images peut produire au travers de l'écran de la page.